Un voleur aborde le millionnaire, et la tension explose en quelques secondes, jusqu'à ce qu'une petite silhouette apparaisse pour tout changer. La fille des rues qu'il nourrissait chaque jour devient sa protectrice inattendue. Cet acte de courage ne sauve pas seulement sa vie, mais le plonge dans une lutte contre des forces occultes et dangereuses. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Les lumières dorées des Champs-Élysées brillaient comme des étoiles tombées du ciel, reflétant leur éclat sur les vitres des boutiques luxueuses qui bordèrent l'avenue. C'était une soirée d'hiver particulièrement froide à Paris, le genre de froid qui s'infiltre sous les vêtements et glace les os. Mathieu Beaumont, 42 ans, PDG du groupe Beaumont Investments, l'une des plus grandes fortunes de France, sortait d'une réunion tardive, son élégant manteau en cachemire ne suffisant pas à le protéger complètement de la morsure du vent parisien. Ses pas résonnaient sur le pavé humide, tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture, une Bentley Continental, noire qui l'attendait quelques rues plus loin. Dans sa tête défilaient encore les chiffres du dernier trimestre, les graphiques de croissance, les nouvelles acquisitions, des résultats exceptionnels, encore une fois. Son empire financier ne cessait de s'étendre, et pourtant, malgré tout, ce succès, Mathieu ressentait un vide persistant qui semblait impossible à combler. En tournant dans une rue adjacente moins fréquentée, son regard fut attiré par une silhouette frêle, recroquevillée dans l'entrée d'un immeuble haussmannien. Une petite fille, pas plus de 10 ans, les cheveux châtains emmêlés, le visage sale mais les yeux, des yeux d'un bleu saisissant, profond et lumineux, qui contrastaient avec la tristesse de sa situation. Ce n'était pas la première fois qu'il la remarquait. Depuis quelques semaines, leurs chemins se croisaient régulièrement. Au début, Mathieu avait fait comme la plupart des Parisiens pressés. Il avait détourné le regard, accéléré le pas. Mais quelque chose dans l'expression de cet enfant l'avait interpellé. Une dignité, une résignation paisible qui n'appartenait pas à son âge. Un soir, presque par impulsion, il s'était arrêté devant un boulanger et avait acheté un pain au chocolat encore chaud. Sans un mot, il l'avait déposé près de la petite. Elle n'avait rien dit non plus, mais leurs regards s'étaient croisés. Depuis, c'était devenu une habitude silencieuse. Tantôt un sandwich, tantôt un fruit, parfois un chocolat chaud dans un gobelet en carton. Ce soir-là, Mathieu avait dans sa poche un croissant aux amandes soigneusement emballé dans un papier de la prestigieuse pâtisserie Le Nôtre. Il s'approcha doucement comme à son habitude. « Bonsoir », dit-il simplement en tendant le paquet. Pour la première fois, la fillette lui répondit. « Bonsoir, monsieur », murmura-t-elle d'une voix à peine audible, mais étonnamment claire et bien articulée. Surpris par cette réponse inattendue, Mathieu s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Comment t'appelles-tu »« Élodie », répondit-elle après une hésitation. « Élodie Moreau. Moi, c'est Mathieu. Tu as froid, Élodie ?» La petite haussa les épaules avec une indifférence feinte qui serra le cœur de l'homme d'affaires. « J'ai connu pire, » dit-elle. Simplement. Ces mots, prononcés par une voix d'enfant, résonnèrent en Mathieu comme un reproche silencieux. Combien de fois avait-il gaspillé des sommes considérables en futilité quand des enfants comme Élodie n'avaient même pas un toit? « Où sont tes parents, Élodie ?» Le visage de la fillette se ferma instantanément. « Je n'ai pas de parents. »« Tu vis où alors ?»« Ici et là, » répondit-elle vaguement en désignant la rue d'un geste de la main. « Parfois au foyer Saint-Vincent quand il y a de la place, mais je n'aime pas y aller. Les grands me volent mes affaires. » Mathieu sentit une colère sourde monter en lui. Comment la société pouvait-elle abandonner ainsi ses enfants? Comment lui-même, avec toutes ses ressources, pouvait-il passer devant cette misère chaque jour sans agir plus concrètement? « Écoute, Élodie, il fait trop froid ce soir. Je connais un endroit où tu pourrais dormir au chaud. C'est un centre d'hébergement tenu par une association que mon entreprise finance. Il y a des chambres individuelles. Tu serais en sécurité. » La méfiance se lisait clairement dans les yeux bleus. « Pourquoi vous m'aideriez ?» Une question simple qui le désarçonna. Pourquoi, en effet? Mathieu n'était pas connu pour sa philanthropie, même si ses sociétés soutenaient diverses causes par pur intérêt fiscal. Il réfléchit un instant, cherchant une réponse sincère. « Parce que ça me semble juste, » finit-il par dire, « et parce que je le peux. »
Élodie le considéra longuement comme si elle évaluait la sincérité de ses propos avec une maturité dérangeante pour son âge. Finalement, elle secoua la tête. « Non, merci. Je préfère rester ici. » Mathieu ne s'attendait pas à ce refus. Il se redressa, embarrassé et déçu. « Comme tu voudras, mais prends au moins ceci, » dit-il en lui tendant sa carte de visite et quelques billets. « Si tu changes d'avis ou si tu as besoin d'aide, appelle-moi n'importe quand. » Élodie prit la carte du bout des doigts, la retourna plusieurs fois comme un objet précieux, puis la glissa soigneusement dans la poche intérieure de son manteau usé. « Merci pour le croissant. Monsieur Mathieu, » dit-elle simplement. Il s'éloigna à contre-cœur, se retournant plusieurs fois pour observer la silhouette solitaire. Une part de lui voulait insister, l'emmener de force s'il le fallait, mais il respecta son choix. Cet enfant avait probablement appris très tôt que la méfiance était un outil de survie. En arrivant à sa voiture, son chauffeur, Marcel, lui ouvrit la portière avec déférence. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-il en remarquant l'expression troublée de son employeur. « Je ne sais pas, Marcel, » répondit honnêtement Mathieu. « Je viens de parler à cette petite, celle que nous voyons souvent près de la boulangerie Dupont. La petite aux yeux bleus, celle à qui vous achetez des pâtisseries. Oui, elle s'appelle Élodie, elle vit dans la rue, Marcel, une enfant, et elle a refusé mon aide. » Marcel hocha la tête, compréhensif. « Les enfants des rues développent un instinct de survie, monsieur. La méfiance fait partie de leur quotidien. C'est inacceptable, » murmura Mathieu plus pour lui-même que pour son chauffeur. « Je dois faire quelque chose. » Le trajet jusqu'à son penthouse du 16e arrondissement fut silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, les pensées de Mathieu n'étaient pas occupées par des stratégies d'investissement ou des projets d'expansion. Il pensait à deux yeux bleus qui semblaient le contenir toute la tristesse du monde. Cette nuit-là, allongé dans son lit king-size avec vue panoramique sur la tour Eiffel illuminée, Mathieu ne trouva pas le sommeil. Son appartement de 300 mètres carrés lui semblait soudain démesurément vide et froid. L'image d'Élodie, seule dans la rue glaciale, le hantait. Le lendemain matin, il fit un détour par l'endroit où il l'avait laissée, mais elle n'y était plus. Les jours suivants, il la chercha dans les rues avoisinantes, sans succès. Élodie semblait s'être volatilisée, et Mathieu ressentit une inquiétude qu'il ne s'expliquait pas. Pourquoi cette enfant inconnue l'affectait-elle autant? Ce n'est qu'une semaine plus tard, alors qu'il sortait d'un restaurant étoilé près de l'Opéra Garnier, qu'il l'aperçut à nouveau. Elle était assise sur un banc, feuilletant un livre récupéré ou volé, il ne savait pas. Soulagé, il s'approcha d'elle. « Élodie ?» Elle leva les yeux, surprise mais pas effrayée. « Monsieur Mathieu » dit-elle avec un petit sourire qui transforma son visage. « Je t'ai cherché, » admit-il. « J'étais inquiet. »« Vous vous inquiétez pour moi ?» demanda-t-elle, visiblement étonnée par cette idée. « Oui. Où étais-tu ? J'ai dormi chez Madame Rousseau pendant quelques nuits. Elle me laisse utiliser son canapé quand son fils naît. Pas là, elle habite au-dessus de la boulangerie. » Mathieu s'assit à côté d'elle sur le banc. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il en désignant le livre. Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. « J'adore ça. Avant, quand j'allais encore à l'école, ma maîtresse disait que je lisais mieux que les grands. Tu n'y vas plus à l'école ?» Son expression s'assombrit. C'est compliqué quand on n'a pas d'adresse fixe, et puis qui s'en soucie vraiment? Cette question, posée sans amertume apparente, frappa Mathieu en plein cœur. Il réalisa avec honte qu'il faisait partie de ceux qui passèrent leur chemin, de ceux qui ne s'en souciaient pas vraiment. « Moi, je m'en soucie, » dit-il fermement. « Et si je t'aidais à y retourner? À l'école ?» Élodie le regarda longuement, scrutant son visage comme pour y déceler une tromperie. Puis, très doucement, elle hocha la tête. « J'aimerais bien, » murmura-t-elle. « Mais je ne veux pas aller dans un foyer. Ils sont horribles. » « On trouvera une solution, » promit Mathieu, surpris par sa propre détermination. « Mais d'abord, que dirais-tu d'un vrai repas? Je connais un endroit qui fait les meilleures crêpes de Paris. » Pour la première fois, il vit un véritable sourire éclairer le visage d'Élodie, transformant la petite fille des rues en une enfant comme les autres, avec cette innocence qui aurait dû être son droit le plus fondamental. Ce qu'il ignorait, alors, c'est que cette rencontre allait bouleverser sa vie bien plus qu'il ne l'imaginait. Car le destin avait décidé de lier leurs chemins d'une façon que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Les semaines qui suivirent établirent une étrange routine entre Mathieu Beaumont et la petite Élodie. 3 fois par semaine, à heure fixe, il la retrouvait près du square des Batignolles.
Ces rendez-vous étaient devenus une bouffée d'air frais dans l'agenda surchargé de l'homme d'affaires. Il apportait toujours quelque chose. Un livre, un vêtement chaud, un repas préparé par son chef personnel. Parfois, il marchait simplement côte à côte dans les allées du parc, parlant de tout et de rien. Élodie restait méfiante, acceptant son aide matérielle, mais gardant une distance émotionnelle prudente. Elle refusait toujours d'aller dans un foyer ou d'accepter un hébergement permanent. Cependant, elle avait consenti à utiliser l'adresse de l'entreprise de Mathieu pour s'inscrire à l'école du quartier. Chaque matin, elle s'y rendait, propre et correctement vêtue grâce aux vêtements qu'il lui avait offerts, et chaque soir, elle disparaissait dans les rues de Paris, insaisissable comme un petit chat sauvage. Mathieu avait engagé discrètement un ancien policier, Laurent Mercier, pour veiller sur elle de loin. Les rapports quotidiens de Laurent le rassuraient. Élodie dormait généralement dans un squat relativement sûr où d'autres enfants sans abri avaient établi une sorte de communauté. Elle était débrouillarde, intelligente et surtout, elle semblait douée pour les mathématiques d'après ses premiers résultats scolaires. Ce soir de mars, le ciel parisien s'était dégagé après une journée pluvieuse, offrant un crépuscule aux teintes violacées qui baignaient la ville d'une lumière presque irréelle. Mathieu sortait d'une réunion tendue avec le conseil d'administration. Une fusion importante était en jeu et plusieurs membres influents s'y opposaient fermement. Mené par son directeur financier, Vincent Delacroix, un homme ambitieux que Mathieu n'avait jamais vraiment apprécié. Il marchait d'un pas pressé vers sa voiture, l'esprit encore occupé par les arguments à préparer pour la prochaine réunion, quand son téléphone vibra. C'était un message d'Élodie. Il lui avait offert un téléphone prépayé pour les urgences. « Je ne pourrai pas venir demain. Madame Perrin nous a donné un devoir spécial en mathématiques. Désolé. » Mathieu sourit. Cet enfant, qui avait connu la faim et le froid, s'excusait de devoir annuler un rendez-vous pour faire ses devoirs. Il lui répondit qu'il comprenait parfaitement et qu'il se verrait le surlendemain. C'est en rangeant son téléphone qu'il remarqua l'homme qui le suivait. Grand, large d'épaules, vêtu d'une veste en cuir élimé, il avançait d'un pas, décidé dans sa direction. Mathieu accéléra légèrement, soudain mal à l'aise. Le parking souterrain où l'attendait sa voiture était désert à cette heure tardive, les lumières tamisées créant des zones d'ombre inquiétantes entre les piliers de béton. Il atteignit sa Bentley et sortit ses clés, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. L'homme était maintenant à quelques mètres, son visage partiellement dissimulé sous une casquette. Mathieu s'apprêtait à déverrouiller sa voiture quand l'inconnu parla. « Monsieur Beaumont ?» La voix était rauque, tendue. Mathieu se figea, la main sur la poignée de la portière. « Oui ? J'ai besoin d'argent, tout de suite. » L'homme s'approcha encore et Mathieu put voir son visage crispé, ses yeux injectés de sang, ses mains tremblantes. Pas un professionnel, pensa-t-il, mais un homme désespéré. Parfois, c'était pire. « Je n'ai pas beaucoup de liquide sur moi, » dit Mathieu calmement, cherchant son portefeuille. « Mais je peux vous donner ce que j'ai. »« Ce n'est pas assez, » s'écria l'homme en voyant les quelques billets. « Vous êtes riche, je sais qui vous êtes, j'ai besoin de plus. » Il fit un geste brusque comme pour saisir le bras de Mathieu. Ce dernier recula instinctivement et se heurta à sa voiture. L'homme, de plus en plus agité, sortit un objet de sa poche. Mathieu n'eut pas le temps de voir s'il s'agissait d'une arme ou non, car à cet instant précis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit sourd retentit, suivi d'un cri de douleur. L'homme chancela et se retourna brusquement. Derrière, à lui se tenait Élodie, tenant fermement une batte de baseball en bois usé. Elle avait frappé l'agresseur dans le dos, pas assez fort pour le blesser gravement, mais suffisamment pour le surprendre et lui faire lâcher ce qu'il tenait. « Laissez-le. Tranquille !» cria-t-elle, sa petite voix résonnant étrangement dans le parking désert. L'homme, désorienté et furieux, fit un pas vers elle. Mathieu réagit instantanément, s'interposant entre l'enfant et l'agresseur. « Partez maintenant !» dit-il d'une voix qu'il voulait ferme malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « La sécurité va arriver d'une minute à l'autre. » C'était un mensonge, bien sûr. La sécurité du bâtiment était minimale à cette heure, et les caméras du parking étaient connues pour être souvent hors service. Mais l'homme sembla hésiter, regardant alternativement Mathieu, Élodie et l'objet tombé au sol. Un simple téléphone, réalisa Mathieu avec soulagement. «
Vous n'avez pas idée de ce que vous venez de faire, gronda-t-il en reculant lentement. Son regard s'attarda sur Élodie, et Mathieu sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Je n'oublierai pas ton visage, petite. » Puis il tourna les talons et s'enfuit en courant vers la sortie du parking. Mathieu resta immobile quelques secondes, le cœur battant à tout rompre, avant de se tourner vers Élodie qui n'avait pas bougé, la batte toujours serrée dans ses petites mains. « Élodie, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je voulais vous faire une surprise, » murmura-t-elle, sa voix soudain redevenue celle d'une enfant apeurée. « J'ai terminé mon devoir plus tôt que prévu. Alors je suis venu. Je vous ai vu entrer dans le parking et j'ai suivi. »« Tu aurais pu être blessé, » s'exclama Mathieu, partagé entre la gratitude, la peur rétrospective et la colère. 7. Homme aurait pu te faire du mal. Mais il allait vous attaquer, répondit simplement Élodie, comme si c'était l'évidence même. Je ne pouvais pas le laisser faire. Mathieu la regarda, stupéfait. Cet enfant des rues, qui avait à peine de quoi se nourrir et se vêtir, venait de risquer sa sécurité pour protéger un homme qu'elle connaissait depuis quelques semaines à peine. « Où as-tu trouvé cette batte ?» demanda-t-il doucement, en s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Dans une poubelle près du stade Jean-Bouin. Je la garde toujours avec moi pour me protéger, vous savez. » Mathieu sentit sa gorge se nouer. « Quel genre de monde créons-nous, pensa-t-il, où une enfant doit dormir avec une batte de baseball pour se sentir en sécurité ? Viens, dit-il, en lui tendant la main. Je te ramène. Où ? Demanda Élodie méfiante. Chez moi, juste pour cette nuit. C'est trop dangereux pour toi de retourner dans la rue après ce qui vient de se passer. Cet homme t'a vu, il t'a menacé. Elle hésita, serrant toujours sa batte comme un talisman. Tu seras en sécurité, promit Mathieu. Tu auras ta propre chambre avec une salle de bain privée. Personne ne te dérangera. Et demain, nous réfléchirons ensemble à ce qu'il faut faire. Finalement, Élodie acquiesça d'un léger signe de tête. Ils montèrent dans la voiture et Mathieu conduisit lui-même jusqu'à son appartement, jetant régulièrement des coups d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. L'appartement de Mathieu occupait tout le dernier, étage d'un immeuble art déco dans le 16e arrondissement. Quand les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent directement dans le hall d'entrée, Élodie retint son souffle. Malgré son air détaché habituel, elle ne put cacher son émerveillement devant le luxe qui l'entourait. « C'est grand », murmura-t-elle, en suivant Mathieu à travers le salon aux baies vitrées qui offrait une vue imprenable sur Paris illuminé. « Trop grand pour une seule personne », admit Mathieu. « Viens, je vais te montrer ta chambre. » Il la conduisit dans une chambre d'amis spacieuse, au ton bleu apaisant. Un grand lit à baldaquin trônait au centre, et une porte vitrée menait à un petit balcon. « La salle de bain est là, » indiqua-t-il en ouvrant une porte adjacente. « Tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Des serviettes propres, du savon, du shampoing. Il doit même y avoir une brosse à dents neuve dans le tiroir. » Élodie posa sa batte contre le mur et s'approcha timidement du lit, effleurant du bout, à des doigts la couette moelleuse, comme si elle craignait de la salir. « Je peux vraiment dormir ici ? » « Bien sûr, je vais te chercher quelque chose à manger. Tu dois avoir faim. » Elle acquiesça, les yeux toujours fixés sur le lit qui semblait l'hypnotiser. Quand Mathieu revint avec un plateau contenant un bol de soupe, du pain frais et un verre de lait, il trouva Élodie endormie, tout habillée sur le dessus de lit. Elle n'avait même pas eu la force d'enlever ses chaussures. Avec précaution, il les lui retira et remonta la couverture sur ses épaules frêles. Dans son sommeil, le visage d'Élodie avait perdu toute dureté, toute méfiance. Elle n'était plus la petite fille des rues aguerries, mais simplement une enfant épuisée. Mathieu se surprit à ressentir une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant, un mélange de tendresse protectrice et de responsabilité écrasante. Tandis qu'il refermait doucement la porte, une pensée le frappa avec la force d'une évidence. Il ne laisserait plus jamais cet enfant retourner dans la rue. D'une manière ou d'une autre, il trouverait une solution. Il utiliserait son argent, son pouvoir, ses relations, tout ce qu'il possédait pour assurer la sécurité d'Élodie. Ce qu'il ignorait encore, c'est que sa décision allait mettre en mouvement une série d'événements qui dépasseraient largement le cadre de cette simple promesse. Car en voulant sauver une enfant, Mathieu Beaumont était sur le point de découvrir des vérités dérangeantes sur le monde qu'il avait contribué à construire
et sur les personnes qu'il croyait connaître. Dans sa chambre luxueuse, Élodie dormait paisiblement, inconsciente des tempêtes qui se préparaient. La batte de baseball appuyée contre le mur comme une sentinelle silencieuse projetait une ombre allongée sur le sol, présage, cas des défis à venir et symbole de la force inattendue qui résidait dans le cœur de cette petite fille des rues. Le lendemain matin, Mathieu fut réveillé par les bruits inhabituels qui résonnaient dans son appartement habituellement silencieux. Il entendait de l'eau couler, des pas légers, une porte qui se fermait doucement. Pendant un instant, il fut désorienté, puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Élodie. L'agression dans le parking. La décision impulsive de l'amener chez lui. Il se leva et enfila un peignoir avant de se diriger vers la cuisine. Là, il trouva la petite fille assise sagement à la table du petit déjeuner, les cheveux encore humides d'une douche récente, vêtue des mêmes vêtements que la veille, mais visiblement propres et soigneusement pliés pendant la nuit. « Bonjour », dit-elle timidement. « J'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai trouvé des céréales dans le placard. »« Bien sûr que non », sourit Mathieu, touché par cette politesse. « Tu as bien dormi ?»« Comme jamais », avoua Élodie. « Le lit est tellement confortable que j'ai cru dormir sur un nuage. » Mathieu prépara du café pour lui-même et s'assit en face d'elle. Pour la première fois, il prit le temps de l'observer attentivement à la lumière du jour. Sans la saleté qui masquait habituellement ses traits, Élodie était une jolie petite fille aux traits fins et au regard intelligent. Ses yeux bleus vifs et observateurs semblaient absorber chaque détail de son environnement. Elle mangeait avec une lenteur délibérée, comme pour savourer chaque bouchée de ce petit déjeuner ordinaire qui, pour elle, était probablement un luxe. « Élodie, » commença Mathieu, choisissant soigneusement ses mots, « nous devons parler de ce qui s'est passé hier soir. » Elle posa sa cuillère et le regarda avec une intensité qui le déstabilisa. « Vous allez appeler la police ?» demanda-t-elle. « J'y ai pensé, » admit-il, « mais avant de prendre cette décision, j'aimerais comprendre quelque chose. Pourquoi as-tu pris autant de risques pour moi ?» Élodie haussa les épaules, un geste qu'elle faisait souvent quand elle était embarrassée. « Vous êtes gentil avec moi, » dit-elle simplement. « Vous m'aidez sans rien demander en retour. C'est rare. » Cette réponse, dans sa simplicité désarmante, toucha Mathieu plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Ce que tu as fait était très courageux, mais aussi très dangereux, » continua-t-il. « Cet homme t'a menacé, il a vu ton visage. »« Je sais me défendre, » répliqua-t-elle avec une assurance qui contrastait avec sa petite taille. « J'ai l'habitude. »« Mais tu ne devrais pas avoir à te défendre, Élodie. Tu devrais être en sécurité, comme tous les enfants de ton âge. » Elle le fixa un moment, puis demanda avec une franchise brutale. « Pourquoi vous souciez-vous tant de moi? Vous ne me connaissez même pas. » La question prit Mathieu au dépourvu. Il réfléchit, cherchant une réponse honnête. « Peut-être parce que tu me rappelles que, malgré tout mon argent et mon pouvoir supposé, j'ai oublié ce qui compte vraiment, » dit-il finalement. « Ou peut-être simplement parce que personne ne mérite de vivre comme tu vis, surtout pas une enfant intelligente et courageuse comme toi. » Un silence s'installa entre eux, ni inconfortable ni tendu, juste un moment de réflexion partagée. « Je ne veux pas retourner dans la rue, » dit soudain Élodie d'une voix à peine audible. « Pas tout de suite. J'ai peur. » C'était la première fois qu'elle admettait sa vulnérabilité, et Mathieu sentit son cœur se serrer. « Tu n'y retourneras pas, » promit-il. « Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. »« Et l'école ? » ?»« Je t'y conduirai moi-même, et je viendrai te chercher à la sortie. » Elle sembla soulagée, mais toujours préoccupée. « Et mes affaires ? J'ai des choses importantes dans le squat. Dis-moi où c'est, et j'enverrai quelqu'un de confiance les récupérer. » Après le petit déjeuner, Mathieu appela son assistante, Sylvie, pour réorganiser son emploi du temps de la journée. Il annula 2 réunions, reporta un déjeuner d'affaires et demanda à Laurent Mercier, l'ancien policier qu'il avait engagé pour surveiller Élodie, de venir immédiatement à son appartement. Pendant qu'il passait ses appels, Élodie explorait timidement l'appartement, s'arrêtant longuement devant la bibliothèque qui occupait un mur entier du salon. « Tu peux emprunter tous les livres que tu veux, » lui dit Mathieu en raccrochant. « Vraiment ? » Bien sûr, la lecture ne devrait jamais être un privilège, mais un droit. Elle sélectionna soigneusement un livre de contes illustrés et s'installa dans un fauteuil près de la fenêtre, ses petites jambes repliées sous elle. Cette image,
D'une enfant paisiblement absorbée par sa lecture, dans ce cadre luxueux semblait presque surréaliste à Mathieu, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Laurent Mercier arriva 1 heure plus tard. Grand, les épaules larges, les stars-tc, cheveux poivre et cils coupés courts, il avait gardé l'allure imposante de ses années dans la police, malgré sa reconversion dans la sécurité privée. Mathieu le fit entrer dans son bureau pendant qu'Élodie continuait sa lecture dans le salon. « Monsieur. » « Beaumont, salua Laurent avec un léger accent du Sud. « Vous m'avez demandé de venir en urgence ?»« Oui, Laurent, nous avons un problème. » Mathieu lui raconta brièvement les événements de la veille. « J'ai besoin que vous fassiez 2 choses. D'abord, récupérer les affaires d'Élodie dans le squat où elle vivait. Elle vous donnera les indications. Ensuite, j'aimerais que vous renforciez la sécurité autour d'elle. Je crains que cet homme ne cherche à se venger. » Laurent hocha gravement la tête. « Je m'en occupe personnellement. Pour ces affaires, je peux y aller immédiatement. Quant à la sécurité, je suggère de mettre en place une surveillance discrète à l'école et autour de votre domicile. Faites le nécessaire. L'argent n'est pas un problème. » Ils retournèrent. Dans le salon où Élodie leva les yeux de son livre, immédiatement sur ses gardes, en voyant l'imposante silhouette de Laurent. « Élodie, voici Monsieur Mercier. Il va t'aider à récupérer tes affaires. Tu peux lui faire confiance. » La fillette dévisagea Laurent avec méfiance, avant de donner un hochement de tête presque imperceptible. « Elles sont sous une latte du plancher, près de la fenêtre cassée, » expliqua-t-elle. « Dans un sac bleu. Il y a aussi un ours en peluche sous le matelas. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. »« Je te promets de faire très attention, » assura Laurent avec une douceur surprenante qui contrastait avec son apparence intimidante. Après le départ de Laurent, Mathieu emmena Élodie à l'école. Sur le chemin, il remarqua qu'elle était inhabituellement silencieuse, le regard fixé sur le paysage urbain qui défilait derrière la vitre. « Quelque chose te préoccupe » demanda-t-il doucement. « Tout ça, » répondit-elle en désignant vaguement l'intérieur luxueux de la voiture. « Ça ne peut pas durer, n'est-ce pas? Je vais devoir partir bientôt. » Mathieu sentit une pointe de douleur à cette idée. En si peu de temps, cet enfant avait pris une place importante dans sa vie. « Pas nécessairement, dit-il prudemment. Nous pourrions trouver un arrangement plus permanent. »« Comme quoi ? » ?»« Je ne sais pas encore exactement. Mais je te promets que je ne te laisserai pas retourner à la rue. » Devant l'école, il remarqua qu'Élodie hésitait à sortir de la voiture. « Tu as peur qu'il te retrouve ici ?» demanda-t-il, comprenant soudain sa réticence. Elle acquiesça silencieusement. « Laurent va rester à proximité toute la journée, » la rassura-t-il. « Il te surveillera de loin. Tu ne le verras peut-être pas, mais il sera là. » Cette promesse sembla la rassurer un peu. Elle sortit de la voiture, son sac d'école sur l'épaule, et se dirigea vers la cour de récréation. Mathieu la regarda, s'éloigner, remarquant comment elle se tenait légèrement à l'écart des autres enfants, observant leur jeu sans y participer. Cette solitude au milieu de la foule lui serra le cœur. De retour à son bureau, Mathieu ne parvint pas à se concentrer sur son travail. Son esprit revenait constamment à Élodie, à sa situation, aux options qui s'offraient à eux. Il contacta discrètement un avocat spécialisé dans le droit de la famille pour s'informer sur les possibilités légales. Vers midi, il reçut un appel de Laurent. « J'ai récupéré ses affaires, monsieur. Le sac bleu et l'ours en peluche, comme elle l'a demandé. » Comment était le squat? Insalubre, dangereux, des infiltrations d'eau, des installations électriques de fortune, pas d'endroit pour une enfant. Et les autres occupants? Quelques adolescents, principalement. Ils semblaient nerveux à mon arrivée. L'un d'eux m'a dit quelque chose d'étrange. Il a mentionné qu'Élodie ferait mieux de ne pas revenir, que des gens la cherchaient. Mathieu fronça les sourcils. Quels gens? Il n'a pas voulu en dire plus, mais mon instinct me dit que ce n'est pas simplement lié à l'incident d'hier soir. Quelque chose d'autre se passe. Cette information troubla profondément Mathieu. L'agresseur de la veille avait-il des complices, ou s'agissait-il d'autre chose? Laurent, j'aimerais que vous creusiez davantage. Découvrez qui sont ces gens et pourquoi ils s'intéressent à Élodie. Je m'y mets tout de suite. À la fin de la journée scolaire, Mathieu attendait Élodie devant l'école. Quand elle le vit, son visage s'illumina d'un sourire qui effaça momentanément toute trace d'inquiétude. Ce simple geste provoqua chez Mathieu une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, la joie pure de voir quelqu'un heureux, de le retrouver non pas pour son argent ou son pouvoir, mais simplement pour lui-même. Sur le chemin du retour,
Élodie lui raconta sa journée, parlant avec animation de son cours de mathématiques et de la bibliothèque de l'école. Pour la première fois, elle semblait vraiment son âge, une enfant enthousiaste, curieuse, pleine de vie. À l'appartement, Laurent les attendait avec le sac bleu et l'ours en peluche usé, visiblement ancien mais soigneusement recousu à plusieurs endroits. Élodie se précipita pour prendre l'ours, le serrant contre elle avec un soulagement manifeste. « C'était à ma mère », expliqua-t-elle doucement. « C'est la seule chose que j'ai d'elle. » Mathieu et Laurent échangèrent un regard par-dessus sa tête, touchés par cette rare évocation de son passé. Après le départ de Laurent, Mathieu prépara le dîner, une tâche qu'il n'avait pas, accomplie depuis des années, préférant habituellement les restaurants ou les services de son chef personnel. Le résultat fut modeste, des pâtes à la sauce tomate et une salade. Mais Élodie mangea avec appétit, complimentant sincèrement ses talents culinaires limités. Pendant qu'elle faisait ses devoirs dans le salon, Mathieu reçut un appel de son assistante Sylvie l'informant que Vincent Delacroix, son directeur financier, avait insisté pour le voir en urgence le lendemain matin. Apparemment, il avait des informations cruciales concernant la fusion en cours. « Dites-lui que je le recevrai à 9 heures, répondit Mathieu, intrigué par cette soudaine urgence. Cette nuit-là, alors qu'il s'apprêtait à se coucher, il entendit un léger bruit dans le couloir. En ouvrant sa porte, il trouva Élodie debout devant sa chambre, son ours en peluche serré contre elle, l'air perdu. « Je n'arrive pas à dormir, » murmura-t-elle. « J'ai fait un cauchemar. » Sans hésiter, Mathieu la conduisit à la cuisine, où il prépara 2 tasses de chocolat chaud. Ils s'installèrent sur le balcon, enveloppés dans des couvertures, contemplant Paris illuminé qui s'étendait à leurs pieds comme un tapis de joyaux scintillants. « C'était quoi ton cauchemar ?» demanda doucement Mathieu. « L'homme du parking. Il me poursuivait dans les rues, et personne ne voulait m'aider. Même les autres enfants du squat me repoussaient. » Mathieu posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'était qu'un rêve. Tu es en sécurité ici. » Pour l'instant, dit-elle avec une sagesse au-delà de son âge. Mais après, rien ne dure, vous savez. Surtout pas les bonnes choses. Cette phrase, prononcée avec une résignation tranquille, brisa quelque chose en Mathieu. Quelle vie avait vécu cet enfant pour arriver à une telle conclusion? Certaines choses durent, Élodie, affirma-t-il, avec une conviction qui le surprit lui-même. Je te promets que je ferai tout mon possible. Pour que tu n'aies plus jamais à vivre dans la peur ou l'incertitude. Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à évaluer la sincérité de cette promesse, puis hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle simplement. Plus tard, après l'avoir raccompagnée à sa chambre et s'être assuré qu'elle s'était rendormie paisiblement, Mathieu resta longtemps éveillé, contemplant le plafond. Il pensait aux mots d'Élodie, à sa méfiance naturelle envers la permanence du bonheur, et il se fit une promesse silencieuse. Il lui prouverait qu'elle avait tort. Quels que soient les obstacles, il lui montrerait qu'il existait des personnes sur qui on pouvait compter, des promesses qui étaient tenues, des liens qui duraient. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette promesse serait mise à l'épreuve, bien plus tôt qu'il ne le pensait, et d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Mathieu se prépara pour sa journée de travail avec un sentiment d'appréhension qu'il n'arrivait pas à dissiper. La demande urgente de Vincent Delacroix le préoccupait, mais plus encore, c'était l'idée de laisser Élodie seule qui le troublait. Après une brève discussion, ils avaient convenu qu'elle resterait à l'appartement ce jour-là, l'école ayant une journée pédagogique sans élèves. Laurent Mercier viendrait la surveiller pendant son absence. « Tu as tout ce qu'il te faut ?» demanda Mathieu en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée. « Des livres, la télévision, de quoi manger ?»« Je ne suis pas un bébé, » répondit Élodie avec un petit sourire en coin. « Je sais m'occuper. »« Je sais bien, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, j'appelle Laurent, ou vous. Vous me l'avez déjà dit 3 fois. » Mathieu sourit, reconnaissant son anxiété excessive. C'était étrange de ressentir une telle inquiétude pour quelqu'un d'autre. Depuis combien d'années n'avait-il pas éprouvé ce genre de sentiment? Depuis la disparition de ses parents, probablement. « D'accord, je serai de retour pour le déjeuner. » Laurent arriva peu après, et Mathieu partit pour son bureau avec la promesse de revenir aussi vite que possible. Sur le trajet, il réfléchit à la situation. Que ferait-il d'Élodie à long terme?
L'adoption semblait une solution évidente, mais le processus était long et complexe. Et puis y avait-il des membres de sa famille qui pourraient se manifester? Élodie n'avait presque jamais parlé de son passé, de ses parents, de comment elle s'était retrouvée à la rue. Arrivé à son bureau, il fut immédiatement accaparé par Sylvie qui l'attendait avec une pile de dossiers urgents et un agenda surchargé. « Vincent Delacroix vous attend déjà », annonça-t-elle. Il est arrivé en avance et insiste pour vous voir immédiatement. « Faites-le entrer », soupira Mathieu en s'installant derrière son imposant bureau en acajou. Vincent Delacroix entra d'un pas assuré. Grand, élégant, toujours impeccablement vêtu, il dégageait cette confiance caractéristique des hommes qui se savent indispensables. Directeur financier du groupe Beaumont depuis 7 ans, il avait considérablement augmenté la valeur de l'entreprise grâce à des stratégies audacieuses qui avaient souvent fait grincer des dents le conseil d'administration, mais qui s'étaient presque toujours révélées payantes. « Mathieu », salua-t-il sans formalité, s'asseyant sans y être invité. « Vincent, quelle est cette urgence qui ne pouvait pas attendre notre réunion de demain ?» Delacroix sortit un dossier de sa mallette et le posa sur le bureau. « J'ai effectué quelques recherches supplémentaires sur le groupe Valmont, » dit-il, faisant référence à l'entreprise que Beaumont Investments s'apprêtait à absorber. « Et j'ai découvert des informations troublantes. » « De quel ordre ? » « Des flux financiers suspects, des transactions qui ne correspondent pas à leurs activités déclarées, et, plus inquiétant encore, des liens avec des entités peu recommandables. Mathieu feuilleta le dossier, examinant les graphiques et les tableaux détaillés préparés par Delacroix. Les anomalies étaient flagrantes, même pour un œil non exercé. Pourquoi le service juridique n'a-t-il rien vu lors de l'audit préalable? C'est bien dissimulé. J'ai dû creuser profondément pour trouver ces informations, et j'ai utilisé, disons, des canaux non conventionnels. Mathieu releva les yeux soudain méfiants. Quels canaux? Delacroix eut un sourire énigmatique. J'ai mes sources. L'important, c'est que cette fusion serait une grave erreur. Nous risquerions d'être associés à des activités répréhensibles. Quelles activités exactement? Difficile à dire avec certitude, mais les indices pointent vers l'exploitation de personnes vulnérables, potentiellement des mineurs. Cette dernière phrase fit l'effet d'une douche froide à Mathieu. Sa pensée se tourna immédiatement vers Élodie. Y avait-il un lien? Je veux des preuves concrètes, Vincent, pas des suppositions. Je travaille dessus, mais en attendant, je suggère de geler le processus de fusion. Mathieu acquiesça lentement. D'accord, suspendez toutes les démarches jusqu'à nouvel ordre, et gardez ceci entre nous pour l'instant. Après le départ de Delacroix, Mathieu resta pensif, fixant le dossier ouvert devant lui. Quelque chose le dérangeait dans cette affaire. Pas seulement les accusations contre le groupe Valmont, mais l'empressement de Vincent à lui communiquer ces informations, sa réticence à révéler ses sources, le timing de cette révélation. Son téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Laurent. « Monsieur Beaumont, nous avons un problème. » Le cœur de Mathieu se serra. « Élodie ? Elle va bien, rassurez-vous. Mais elle a reçu un appel sur le téléphone prépayé que vous lui avez donné, un appel qui l'a beaucoup perturbé. Qui était-ce? Elle n'a pas voulu me le dire. Mais juste après, elle m'a demandé si vous aviez des liens avec une entreprise appelée Valmont. » Mathieu se figea, stupéfait par cette coïncidence. « Valmont, vous êtes sûr? »« Absolument. Ça vous dit quelque chose? » ?»« Oui, c'est l'entreprise. » « Que nous sommes sur le point d'acquérir. Ou du moins, c'était le cas jusqu'à il y a quelques minutes. C'est étrange. Comment une enfant des rues pourrait-elle connaître le nom d'une entreprise impliquée dans vos affaires? Je n'en ai aucune idée, mais je rentre immédiatement. » Mathieu quitta son bureau précipitamment, ignorant les questions de Sylvie. Sur le chemin du retour, son esprit bouillonnait de questions. Comment Élodie pouvait-elle être liée au groupe Valmont? Qui l'avait appelée? Et surtout, que lui avait-on dit pour la perturber à ce point? En arrivant à l'appartement, il trouva Laurent dans le salon, mais pas Élodie. « Elle s'est enfermée dans sa chambre », expliqua Laurent. « Elle refuse de sortir ou de parler. » Mathieu se dirigea vers la chambre d'Élodie et frappa doucement à la porte. « Élodie? C'est moi, Mathieu. S'il te plaît, ouvre-moi. » Après un long silence, il entendit le verrou tourner. La porte s'entr'ouvrit, révélant le visage pâle et les yeux rougis de la fillette. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, doucement. Elle s'écarta pour le laisser passer,
puis retourna s'asseoir sur le lit serrant son ours en peluche contre elle, comme un bouclier. « Laurent m'a dit que tu avais reçu un appel », commença Mathieu en s'asseyant à distance respectueuse. « Tu veux m'en parler ?» Élodie leva vers lui des yeux emplis de méfiance, un regard qu'il n'avait pas vu depuis leur première rencontre. « Pourquoi ? Pour que vous puissiez aussi me mentir. » Cette accusation le blessa. « Je ne t'ai jamais menti, Élodie. »« Vraiment ? Alors pourquoi elle a dit que vous travailliez avec eux, que vous étiez comme eux ? Qui a dit ça ? Et qui sont eux ? Madame Rousseau, celle qui me laissait parfois dormir sur son canapé. Elle a dit qu'elle savait tout sur vous, que votre entreprise allait s'associer avec ceux qui font disparaître les enfants des rues, ceux qui les emmènent loin et qu'on ne revoit jamais. » Mathieu sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Élodie, je te jure que je ne sais rien de tout ça. Oui, mon entreprise était en négociation avec le groupe Valmont, mais j'ai suspendu le processus ce matin même parce que j'ai des soupçons sur leurs activités. » Elle le fixa intensément, cherchant la vérité dans ses yeux. « Madame Rousseau a dit que je devais partir d'ici, que ce n'était pas sûr, que vous finiriez par me livrer à eux. »« Jamais !» s'exclama Mathieu, avec une véhémence qui les surprit tous les deux. « Jamais je ne ferais une chose pareille. Tu es en sécurité ici, Élodie. Je te protégerai, quoi qu'il arrive. »« Comment pouvez-vous me protéger si vous ne savez même pas qui sont vos ennemis ?» demanda-t-elle avec une logique implacable. Cette question le laissa momentanément sans voix. Elle avait raison. Il était dans le noir, confronté à des adversaires invisibles dont il ignorait tout. « Tu as raison, » admit-il finalement. « Je ne sais pas encore qui sont nos ennemis, mais je vais le découvrir. Et en attendant, je peux te promettre que personne ne t'atteindra tant que tu resteras ici. » Élodie sembla réfléchir longuement, pesant le pour et le contre avec une immaturité qui contrastait cruellement avec son jeune âge. « D'accord, dit-elle finalement, je reste, mais je veux savoir tout ce que vous découvrez. Pas de secret. »« Pas de secret, promit Mathieu. Il appela Laurent qui attendait dans le salon et lui demanda d'enquêter immédiatement sur cette Madame Rousseau. Qui était-elle vraiment? Quels étaient donc ses liens avec le groupe Valmont? Et surtout, comment savait-elle que Beaumont Investments négociait avec eux? Pendant les jours qui suivirent, Mathieu redoubla de vigilance. Il engagea 2 agents de sécurité supplémentaires pour surveiller l'appartement et accompagner Élodie à l'école. Il limita ses propres déplacements et commença à examiner minutieusement les documents relatifs au groupe Valmont, cherchant des indices que les audits précédents auraient pu manquer. Parallèlement, il observa discrètement Vincent Delacroix, de plus en plus méfiant quant à la source de ses informations et à ses motivations réelles. Comment avait-il découvert ces anomalies que personne d'autre n'avait remarquées? Et pourquoi semblait-il si empressé d'annuler la fusion? Le 4e jour, Laurent apporta les premiers éléments concrets de son enquête. Il retrouva Mathieu et Élodie dans le salon de l'appartement, où la fillette faisait ses devoirs pendant que Mathieu travaillait sur son ordinateur portable. « J'ai trouvé Madame Rousseau », annonça Laurent sans préambule. « Jeanne Rousseau, 58 ans. Officiellement, elle est boulangère, propriétaire de l'établissement où elle travaille. Mais son profil financier est intéressant. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Mathieu. « Elle reçoit régulièrement des virements importants provenant d'une société écran qui, après plusieurs intermédiaires, mène au groupe Valmont. » Élodie, qui avait relevé la tête de ses cahiers, intervint. « Elle me disait toujours qu'elle me laissait dormir chez elle, par bonté d'âme. Mais elle me posait beaucoup de questions sur les autres enfants du squat, sur les endroits où ils allaient, sur ceux qui n'avaient pas de famille. » Un silence lourd suivit cette révélation. Mathieu commençait à comprendre l'horrible vérité. Madame Rousseau n'était pas une âme charitable, mais une recruteuse, une informatrice qui repérait les enfants vulnérables pour le compte d'une organisation aux intentions sinistres. « Il y a autre chose, » continua Laurent. « J'ai enquêté sur l'homme qui vous a agressé dans le parking. Grâce aux caméras de surveillance des rues adjacentes, j'ai réussi à suivre sa fuite. Il s'est rendu directement au siège social d'une filiale du groupe Valmont. »« Ce n'était donc pas un simple agresseur, » murmura Mathieu. « Il savait qui j'étais. Il m'attendait. Probablement, et l'intervention d'Élodie a sans doute déjoué un plan bien établi. » Mathieu se tourna vers la fillette qui écoutait attentivement, ses grands yeux bleus reflétant une compréhension bien au-delà de son âge. « Tu m'as vraiment sauvé ce soir-là. »
dit-il doucement. Pas seulement d'une agression, mais peut-être de quelque chose de bien pire. Elle haussa les épaules avec ce geste qui lui était familier. Vous m'avez sauvé aussi, plusieurs fois. Laurent tout sauta pour attirer leur attention. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, monsieur. J'ai vérifié les appels passés depuis le bureau de Vincent Delacroix ces dernières semaines. Il a eu plusieurs conversations avec des numéros liés à des sociétés affiliées à Valmont. Cette révélation frappa Mathieu comme un coup physique. Vincent, son directeur financier, son bras droit depuis 7 ans, en contact avec les mêmes personnes qui menaçaient Élodie. Vous pensez qu'il travaille pour eux? Ou avec eux? Difficile à dire à ce stade. Mais sa soudaine révélation sur les activités douteuses de Valmont prend une nouvelle dimension à la lumière de ces informations. Mathieu se leva et commença à faire les 100 pas, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Si Vincent est impliqué, cela signifie que l'ennemi est déjà dans la place. Il a accès à toutes nos informations, nos systèmes, nos protocoles de sécurité. Exactement, confirma Laurent, et cela nous place dans une position très délicate. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Élodie, sa petite voix ramenant les deux hommes à la réalité immédiate. Mathieu s'arrêta et la regarda longuement. Cet enfant, qui, quelques semaines plus tôt, n'était qu'une silhouette anonyme dans les rues de Paris, était maintenant au centre d'une dangereuse conspiration qui s'étendait jusqu'au cœur de son entreprise. Maintenant, dit-il avec une détermination tranquille, nous contre-attaquons, mais prudemment, très prudemment. Il s'approcha d'Élodie et s'accroupit pour être à sa hauteur, une position qu'il adoptait souvent lorsqu'il voulait lui parler sérieusement. « Élodie, je vais avoir besoin de ton aide. Ces gens, quels qu'ils soient, semblent avoir un réseau étendu et des ressources importantes. Mais ils ont fait une erreur cruciale. Laquelle? Demanda-t-elle intriguée. Ils ont sous-estimé une petite fille avec une batte de baseball, sourit-il. Et ils ont certainement sous-estimé ce dont je suis capable pour protéger ceux qui me sont chers. Pour la première fois depuis le mystérieux appel, Élodie sourit, un sourire hésitant, fragile mais réel. « D'accord, dit-elle simplement. Je vous aiderai. » Ce soir-là, alors que la nuit enveloppait Paris de son manteau d'obscurité, Mathieu, Élodie et Laurent élaborèrent un plan risqué, audacieux, mais qui pourrait, s'il fonctionnait, non seulement assurer leur sécurité, mais aussi démanteler le réseau sinistre qui se cachait derrière la façade respectable du groupe Valmont. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir, c'est que ce plan les mènerait bien au-delà de ce qu'ils imaginaient, dévoilant des secrets enfouis et des connexions inattendues qui changeraient à jamais le cours de leur vie. Le bureau de Mathieu Beaumont, habituellement impeccable, était maintenant recouvert de documents, de plans et de diagrammes complexes. 3 jours s'étaient écoulés depuis les révélations de Laurent, 3 jours durant lesquels ils avaient méthodiquement assemblé les pièces du puzzle, cartographiant les liens entre le groupe Valmont, Vincent Delacroix et un réseau d'individus aux intentions troubles. Élodie, assise sur le canapé en cuir, observait les 3 adultes qui travaillaient en silence. Outre Mathieu et Laurent, ils avaient fait appel à Camille Dufresne, une ancienne procureure reconvertie dans le droit des affaires, et une amie de longue date de Mathieu. Grande, élégante, avec des cheveux gris coupés courts et des lunettes rectangulaires qui accentuaient son regard perçant. Camille était réputée pour son intégrité inébranlable et sa connaissance approfondie des zones grises de la loi. « Récapitulons, » dit Mathieu en se redressant. « Nous savons que Valmont utilise ses filiales comme façade pour des activités illicites. Nous soupçonnons qu'ils sont impliqués dans un réseau qui cible les enfants vulnérables, particulièrement ceux des rues. Et nous avons des preuves. Que Vincent Delacroix est en contact régulier avec eux. Ce que nous ne savons pas, intervint Camille, c'est l'étendue de ce réseau, ni qui en tire les ficelles. Vincent Delacroix pourrait être un simple pion, ou au contraire, un acteur majeur. Et nous ignorons pourquoi il semble s'intéresser particulièrement à Élodie, ajouta Laurent. Est-ce uniquement parce qu'elle vous a aidé lors de l'agression, ou y a-t-il autre chose? Tous les regards se tournèrent vers la fillette, qui, consciente de l'attention, se redressa légèrement. « Je ne sais pas, dit-elle. Je ne les connais pas, enfin, je ne crois pas. Y a-t-il quelque chose dans ton passé qui pourrait expliquer leur intérêt? Demanda doucement Camille. Quelque chose que tu aurais vu ou entendu? Élodie fronça les sourcils concentrés.
Je ne me souviens pas bien de ma vie avant la rue. Je sais que ma mère est partie quand j'étais petite. Et mon père, il a eu des problèmes. Des gens venaient souvent à la maison, ils se disputaient. Un jour, il m'a emmené dans le parc et m'a dit de l'attendre sur un banc. Il n'est jamais revenu. Sa voix était détachée, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Te souviens-tu du nom de ton père ?» demanda Mathieu. « Ou de son métier ?» Il s'appelait Antoine Moreau. Il travaillait dans un bureau, je crois. Il portait toujours un costume. Camille nota le nom, promettant de faire des recherches. Élodie retourna à son livre, et les adultes poursuivirent leur discussion à voix basse. « Notre principal problème, murmura Mathieu, c'est que nous manquons de preuves concrètes. Nous avons des soupçons, des coïncidences troublantes, mais rien qui tiendrait devant un tribunal. C'est pourquoi nous devons les piéger, affirma Laurent. Les forcer à se montrer, à révéler leurs intentions. Vous suggérez d'utiliser. Élodie comme appât, s'indigna Camille. C'est hors de question. Bien sûr que non, répondit Laurent, offensé par cette suggestion. Je pensais plutôt à une approche plus subtile. Faire croire à Delacroix que nous avons découvert quelque chose de compromettant, le pousser à agir précipitamment. Ou, intervint Mathieu, une idée germant dans son esprit, nous pourrions leur donner exactement ce qu'ils veulent. Que voulez-vous dire demanda Camille, méfiante. Ils veulent que la fusion avec Valmont se fasse, n'est-ce pas? Alors annonçons que nous reprenons les négociations, mais avec des conditions. Un lent sourire se dessina sur le visage de Laurent. Des conditions qui nous permettraient d'accéder à leurs documents internes, à leur système. Exactement. Une équipe d'audit exceptionnellement minutieuse, composée de personnes en qui nous avons une confiance absolue. C'est risqué, objecta Camille. S'ils se sentent menacés, ils pourraient réagir violemment. C'est pourquoi nous devons les rassurer, leur faire croire qu'ils ont gagné. Mathieu se tourna vers Laurent. Vous pourriez faire filtrer l'information que je reconsidère la fusion suite à de nouvelles analyses financières favorables. Et Vincent Delacroix? Je vais l'inviter à dîner demain soir. Lui dire que j'ai réfléchi à ses préoccupations, mais que les avantages de la fusion l'emportent sur les risques. Je lui demanderai de diriger personnellement le processus. Lui donner un faux sentiment de contrôle, acquiesça Laurent. Pendant ce temps, notre équipe d'audit fouillera discrètement. Et Élodie? Demanda Camille. Elle reste au centre de tout ça. Sa sécurité doit être notre priorité absolue. Mathieu jeta un regard vers la fillette qui, malgré son apparente concentration sur son livre, n'avait manifestement pas perdu une miette de leur conversation. « Élodie viendra avec moi », décida-t-il. « Pas au dîner avec Delacroix, bien sûr, mais je l'emmènerai en week-end à ma maison de campagne en Normandie. Officiellement, c'est pour lui faire prendre l'air. Officieusement, c'est pour la mettre à l'abri pendant que nous lançons l'opération. Je préférerais rester avec vous, » intervint soudain Élodie, fermant son livre. « Je pourrais aider. » « C'est trop dangereux, » répondit Mathieu. « Mais c'est ma vie, ce sont mes problèmes aussi. » Les trois adultes échangèrent des regards. Surpris. La véhémence d'Élodie contrastait avec sa réserve habituelle. « Tu as raison, » admit finalement Mathieu. « Ce sont tes problèmes aussi. Mais comprends que je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. »« Et moi, je ne supporterai pas qu'il vous arrive quelque chose à cause de moi, » répliqua-t-elle avec une logique implacable. Cette déclaration toucha Mathieu en plein cœur. Le lien qui s'était tissé entre eux dépassait désormais la simple protection ou gratitude. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. « Que proposes-tu alors » demanda-t-il, prêt à l'écouter véritablement. Élodie réfléchit un instant, puis expliqua « Je pourrais faire semblant de m'enfuir, retourner dans les rues, mais pas vraiment, juste assez pour qu'ils le croient et baissent leur garde. Laurent pourrait me surveiller de loin. » « Absolument pas, trancha Mathieu. C'est beaucoup trop risqué. »« Pas si on le fait bien, » argumenta Laurent, surprenant tout le monde. L'idée d'Élodie a du mérite. Si nos adversaires pensent qu'elle est vulnérable, seule dans les rues, ils pourraient révéler leurs intentions plus clairement. « Vous n'êtes pas sérieux, » s'indigna Camille. « Utiliser une enfant comme ça ?»« Ce n'est pas ce que je suggère, » clarifia Laurent. « Je propose une mise en scène contrôlée. Élodie ne serait jamais réellement en danger. Nous aurions des agents en civil à chaque coin de rue, des micros, une surveillance constante. » Mathieu secoua la tête, déchiré entre la logique du plan et son instinct de protection envers Élodie. « Je ne sais pas.
Si ça peut vous rassurer, intervint Élodie, je connais les rues mieux que n'importe qui. Je sais où me cacher, comment passer inaperçu. J'ai survécu seul pendant des années, rappelez-vous. Ces un mot, prononcés avec une assurance tranquille, frappèrent Mathieu par leur vérité brutale. Élodie n'était pas une enfant ordinaire. Son expérience de la rue lui avait donné des compétences et une résilience que la plupart des adultes n'avaient pas. Nous pourrions établir un périmètre sécurisé, proposa Laurent. Un quartier entier sous surveillance, avec des points de repli sécurisés où Élodie pourrait se réfugier à tout moment. Et je porterai un dispositif de localisation, ajouta Élodie. Comme ça, vous sauriez toujours où je suis. Mathieu se leva et s'approcha de la fenêtre, observant Paris qui s'étendait sous ses yeux. La nuit tombait, enveloppant la ville dans un manteau d'obscurité parsemé de lumière. Quelque part dans cette vastitude urbaine se cachèrent les personnes qui menaçaient Élodie, qui avaient peut-être fait disparaître d'autres enfants comme elle. « D'accord, » dit-il finalement, se retournant vers le groupe. Mais avec des conditions non négociables. Une surveillance totale, des agents à chaque coin de rue, un contact permanent et un mot de code qui déclenche l'intervention immédiate de l'équipe de sécurité. Élodie hocha vigoureusement la tête, soulagée d'être prise au sérieux. « Et, ajouta-t-il en s'adressant directement à elle, tu m'obéis sans discuter si je te dis que c'est terminé. À la première alerte, au premier soupçon que quelque chose ne va pas, on arrête tout. Compris ? » « Compris, » promit-elle solennellement. Les jours suivants furent consacrés à la préparation minutieuse du plan. Mathieu rencontra Vincent Delacroix, comme prévu, jouant parfaitement son rôle d'homme d'affaires pragmatique, qui, après réflexion, privilégiait les bénéfices financiers aux préoccupations éthiques. Delacroix, visiblement soulagé, accepta avec empressement de superviser la reprise des négociations. Parallèlement, Laurent mit en place le dispositif de sécurité autour d'Élodie. Une équipe de 6 agents expérimentés fut déployée, chacun avec un secteur à surveiller. Des caméras de surveillance supplémentaires furent installées stratégiquement dans le quartier. Élodie fut équipée d'un pendentif contenant un micro et un traceur GPS dissimulé sous l'apparence d'un simple bijou en argent. Camille, de son côté, effectua des recherches sur Antoine Moreau, le père d'Élodie. Ce qu'elle découvrit les stupéfia tous. Antoine avait travaillé comme comptable pour une filiale du groupe Valmont 5 ans plus tôt, avant de disparaître soudainement, laissant derrière lui une série de documents compromettants relatifs à des transactions financières suspectes. Il a probablement découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, théorisa Camille en présentant ses découvertes. Et il a peut-être conservé des preuves qui pourraient les incriminer. Ce qui expliquerait leur intérêt pour Élodie, murmura Mathieu. Ils pensent qu'elle pourrait les conduire à ces preuves. Mais je ne sais rien, protesta Élodie, désemparée. Je ne me souviens même pas bien de lui. Tu n'as pas besoin de t'en souvenir, la rassura Mathieu. Ils ne savent pas ce que tu sais ou ne sais pas. C'est leur incertitude qui nous donne un avantage. La veille du jour J, Mathieu et Élodie eurent une longue conversation dans le salon de l'appartement. Dehors, la pluie battait contre les vitres, créant une atmosphère intime, presque cocon. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Mathieu une dernière fois. « Tu peux encore changer d'avis. Personne ne t'en voudra. » Élodie, qui avait troqué ses vêtements confortables contre ses anciens habits usés pour se préparer à son retour simulé dans la rue, hocha la tête avec détermination. « Je suis sûr, je veux qu'ils arrêtent de nous faire peur. Je veux qu'ils arrêtent de faire du mal aux enfants comme moi. » Mathieu fut frappé par la maturité et l'altruisme de cette déclaration. Ce n'était pas seulement sa propre sécurité qui préoccupait Élodie, mais aussi celle des autres enfants vulnérables, ceux qui n'avaient pas eu la chance de croiser quelqu'un comme lui. « Tu es vraiment exceptionnel, tu sais ça ?» dit-il, doucement. Elle haussa les épaules, embarrassée par le compliment. « Je fais juste ce qui est juste. »« Exactement, c'est ce qui te rend exceptionnel. » Un silence confortable s'installa entre eux, seulement troublé par le crépitement de la pluie contre les fenêtres. « Mathieu !» dit soudain Élodie, utilisant pour la première fois son prénom sans le « monsieur » formel qu'elle avait toujours. « Maintenu, qu'est-ce qui se passera après? Si tout se passe bien, je veux dire. » Cette question si simple et pourtant si lourde de sens prit Mathieu au dépourvu.
Ils avaient été tellement concentrés sur l'élaboration du plan, sur la neutralisation de la menace, qu'ils avaient à peine évoqué l'après. « Et, bien, commença-t-il lentement, ça dépend en grande partie de ce que tu veux. Ce que je veux? Oui, tu pourrais retourner à l'école normalement, vivre ici si tu le souhaites, ou... » Il hésita, craignant d'en dire trop, de révéler des sentiments qu'il commençait à peine à admettre lui-même. « Ou quoi ?» insista Élodie, ses yeux bleus fixés sur lui avec une intensité troublante. « Ou je pourrais entamer des démarches pour devenir ton tuteur légal, voire plus, si c'est ce que tu souhaites. » Élodie resta silencieuse un long moment, digérant cette information. « Vous voulez dire m'adopter? Si tu le voulais, oui, mais c'est une décision importante que tu ne dois pas prendre à la légère, et nous avons le temps d'y réfléchir. » À sa grande surprise, Élodie se leva soudainement et vint se blottir contre lui, enfouissant son visage contre son épaule. C'était la première fois qu'elle initiait un contact physique aussi direct, et Mathieu se figea un instant avant de l'entourer maladroitement de ses bras. « J'aimerais ça, » murmura-t-elle, si bas qu'il faillit ne pas l'entendre. « J'aimerais beaucoup ça. » Quelque chose se brisa en Mathieu. Une dernière barrière, peut-être, un ultime rempart qu'il avait maintenu autour de son cœur. Il serra Élodie un peu plus fort, surpris de sentir des larmes lui piquer les yeux. « Alors, c'est ce que nous ferons, » promit-il, « quand tout sera terminé. » Ils restèrent ainsi un long moment, formant un tableau improbable, le puissant homme d'affaires et la petite fille des rues, unis par une affection qui transcendait leur monde si différent. Ce fut Laurent qui, en arrivant pour les derniers préparatifs, les trouva endormis sur le canapé. Élodie pelotonnait contre Mathieu comme un chaton, son ours en peluche serré contre elle. L'ancien policier sourit, touché par cette scène, avant de tout sauter discrètement pour annoncer sa présence. Mathieu se réveilla en sursaut, momentanément désorienté. « Tout est prêt », annonça Laurent à voix basse pour ne pas réveiller Élodie. « L'équipe est en position. Le matériel est testé et fonctionnel. Nous pouvons commencer demain à l'aube, comme prévu. » Mathieu acquiesça, soudain envahi par une vague d'appréhension. Demain, ils mettraient en œuvre leur plan risqué. Demain, Élodie retournerait dans les rues, exposée aux dangers qu'ils espéraient contrôler, mais ne pouvaient pas entièrement éliminer. Demain, ils défieraient des adversaires dont ils ne connaissaient pas encore toute la puissance ni la détermination. « Tout ira bien », murmura-t-il, autant pour se rassurer lui-même que pour l'enfant endormi contre lui. Tout ira bien. Mais, au fond de lui, Mathieu savait que rien n'était garanti dans ce jeu dangereux qu'il s'apprêtait à jouer. Et s'il devait choisir entre la vérité et la sécurité d'Élodie, son choix était déjà fait. Peu importait le prix à payer, peu importaient les conséquences pour sa carrière ou sa fortune. Élodie passerait toujours en premier. C'était une promesse qu'il se faisait à lui-même, tandis que la pluie continuait de battre contre les vitres de l'appartement, isolant momentanément leur petit monde de la tempête qui s'annonçait. L'aube. Se levait sur Paris, nimbant la ville d'une lumière grise et incertaine. Mathieu, debout près de la fenêtre de son appartement, observait les premiers rayons du soleil caresser les toits haussmanniens. Dans quelques minutes, leur plan serait mis en action, et rien ne serait plus comme avant. Élodie émergea de sa chambre, vêtue des habits usés qu'elle portait lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois. Elle avait délibérément ébouriffé ses cheveux et passé un peu de terre sur ses joues pour renforcer l'illusion. Avec sa batte de baseball soigneusement dissimulée dans un sac en toile, elle ressemblait à nouveau à l'enfant des rues qu'elle avait été, à un détail près, le pendentif en argent qui luisait discrètement à son cou, contenant le micro et le traceur GPS. « Tu te souviens du plan ?» demanda Mathieu, s'efforçant de garder une voix ferme malgré l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Élodie hocha la tête. « Je sors par l'entrée de service. Je me rends au square des Batignolles, où je reste visible environ 1 heure. Puis je me dirige vers le squat comme si j'y retournais. Si quelqu'un m'approche, j'utilise le mot de code « livre » pour signaler un danger immédiat. Et si tu sens le moindre danger, même sans approche directe, j'utilise le mot de code « bibliothèque » et je me dirige vers le point de repli le plus proche. Mathieu acquiesça réconforté par la clarté et l'assurance d'Élodie. Laurent, qui les rejoignit dans le salon, semblait également impressionné par le sang-froid de la fillette. « Les équipes sont en position », annonça-t-il. «
6 agents en civil sont déployés dans le secteur et 2 véhicules banalisés sont prêts à intervenir à tout moment. Camille est installée dans le centre de commandement mobile, à 2 rues d'ici. Et les caméras? Toutes opérationnelles. Nous avons une couverture visuelle de 90% de la zone. Mathieu s'accroupit devant Élodie, posant ses mains sur ses épaules frêles. « Tu peux encore changer d'avis. Personne ne t'en voudra. »« Je sais, » répondit-elle avec un petit sourire, « mais je veux le faire, pour moi, pour vous et pour tous les autres enfants qu'ils ont peut-être. » Elle ne termina pas sa phrase, mais Mathieu comprit. Cette mission était devenue personnelle pour Élodie, une façon de reprendre le contrôle de sa vie, de transformer sa vulnérabilité en force. « D'accord, » dit-il en se redressant. « Allons-y. » Le plan se déroula initialement comme prévu. Élodie quitta l'appartement par l'entrée de service, empruntant les escaliers de secours jusqu'à la rue. De là, elle se dirigea d'un pas assuré vers le square des Batignolles, adoptant naturellement la démarche prudente et alerte qui avait été la sienne pendant ces années de rue. Mathieu et Laurent se rendirent au centre de commandement mobile, un van banalisé stationné stratégiquement, équipé d'écrans de surveillance et de matériel d'écoute sophistiqué. Camille les y attendait, tendue mais concentrée. « Elle est arrivée au square », annonça-t-elle en désignant l'un des écrans où l'on pouvait voir Élodie s'asseoir sur un banc, sortant un livre abîmé de son sac comme une enfant qui chercherait à s'évader momentanément de sa dure réalité. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans les bureaux luxueux de Beaumont Investments, Vincent Delacroix recevait un appel téléphonique qui le fit pâlir. « Elle est revenue dans les rues », lui annonça une voix masculine. « Seule, c'est notre chance. »« Vous êtes sûr que c'est elle ?»« Absolument. Elle correspond parfaitement à la description, et elle porte la batte de baseball. Que faisons-nous » Vincent hésita, pesant ses options. « Surveillez-la, mais n'intervenez pas encore. Je veux d'abord savoir pourquoi elle a quitté Beaumont. Et s'il l'a envoyée intentionnellement? Si c'est un piège ?» « Mathieu n'est pas assez malin pour ça, » répondit Delacroix, avec un mépris évident. « Il est trop sentimental, trop prévisible. S'il a laissé la gamine partir, c'est qu'elle s'est enfuie. Probablement une dispute, où elle s'est sentie étouffée par ses règles bourgeoises. Très bien, nous la suivrons, mais nous n'agirons pas sans votre signal. » De retour au centre de commandement, l'équipe observait avec une tension croissante les écrans qui montraient Élodie, toujours assise sur son banc, apparemment plongée dans sa lecture. Mais les agents déployés sur le terrain avaient repéré du mouvement. 2 hommes qui semblaient porter un intérêt particulier à la fillette, maintenant une distance prudente tout en ne la quittant pas des yeux. « Ils ont mordu à l'hameçon », murmura Laurent. « Mais ils sont prudents. »« Est-ce qu'on les identifie ?» demanda Mathieu, scrutant les visages flous sur les écrans. « Pas encore. Nos agents essaient de se rapprocher discrètement pour obtenir de meilleures images. » 1 heure passa, puis 2. Élodie quitta finalement le square, rangeant son livre et se dirigeant d'un pas nonchalant vers le quartier où se trouvait le squat. Les 2 hommes la suivirent, maintenant toujours la même distance prudente. Mais au moment où elle tournait dans une rue moins fréquentée, l'un d'eux accéléra le pas, réduisant dangereusement l'écart. « Il se rapproche trop », s'alarma, Mathieu serrant inconsciemment les poings. Laurent dit à l'équipe d'intervention de se tenir prête. À cet instant précis, la voix d'Élodie résonna clairement dans les haut-parleurs du van. « J'adorerais retourner à la bibliothèque. »« Un jour. Ils ont tellement de livres intéressants. » Le mot de code. Sans hésitation, Laurent donna l'ordre d'intervention. En quelques secondes, les agents positionnés stratégiquement convergèrent vers la position d'Élodie. L'un d'eux, déguisé en livreur, l'intercepta par hasard, lui demandant son chemin avec insistance, créant ainsi une diversion qui découragea l'homme qui la suivait. « Elle est en sécurité », confirma Camille, soulagée. L'agent Moreau l'escorte vers le point de repli Alpha. Mathieu laissa échapper un souffle qu'il ne se souvenait pas avoir retenu, et les 2 hommes. Toujours sous surveillance. Il semble désorienté par cette intervention imprévue. À ce moment, le téléphone de Mathieu vibra. Un message de Vincent Delacroix. « Urgent, nouvelles informations sur Valmont. Besoin de vous voir immédiatement au bureau. » Mathieu montre à l'écran à Laurent. « Il s'agite, notre plan fonctionne. » Répondez-lui que vous êtes en route, suggéra l'ancien policier. Mais prenez votre temps, laissons-le mijoter un peu. Mathieu suivit ce conseil, répondant simplement
en réunion extérieure, serait là dans 45 minutes. Pendant ce temps, Élodie avait été conduite en sécurité dans un appartement proche, l'un des points de repli sécurisés établis par Laurent. Elle y retrouva Camille, qui avait quitté le centre de commandement pour l'accueillir. « Tu as été formidable », la félicita l'avocate, en lui tendant un chocolat chaud. « Comment te sens-tu ?»« Bizarre », admit Élodie en s'asseyant sur le canapé, ses petites mains serrées autour de la tasse fumante. « J'avais l'habitude d'avoir peur dans les rues, mais là, c'était différent. Je savais que j'étais observé, protégé, et pourtant tu avais quand même peur, compléta doucement Camille. Élodie acquiesça. Cet homme qui s'est approché, il avait quelque chose dans le regard, quelque chose de froid. Au siège de Beaumont Investments, Mathieu arriva intentionnellement en retard à son rendez-vous avec Delacroix. Il trouva son directeur financier dans son bureau, visiblement agité, consultant frénétiquement son téléphone entre deux regards nerveux vers la porte. « Vincent », salua Mathieu avec une désinvolture calculée. « Vous avez des nouvelles informations sur Valmont ?» Delacroix se recomposa rapidement, affichant son masque professionnel habituel. « Oui, j'ai reçu des documents supplémentaires qui pourraient nous rassurer quant à leurs pratiques commerciales. Ils semblent avoir mis en place des procédures de conformité plus strictes récemment. » « Vraiment ? Cela contredit vos inquiétudes précédentes. »« Disons que j'ai approfondi mes recherches, » répondit Delacroix avec un sourire tendu. « Parfois, les apparences sont trompeuses. »« En effet, » acquiesça Mathieu, soutenant son regard. « À propos, j'ai remarqué qu'Élodie n'était pas à l'appartement. »« Ce matin, vous l'auriez vue par hasard. » La question lancée comme une bombe à retardement fit l'effet escompté. Delacroix se figea imperceptiblement, ses yeux trahissant une brève panique avant qu'il ne reprenne le contrôle. « Élodie ? La petite fille que vous avez recueillie ? Pourquoi l'aurais-je vue ? » ?»« Je ne sais pas. Une intuition peut-être. Silence tendu s'installa entre les deux hommes, chacun jaugeant l'autre, cherchant une faille dans son armure. « Elle s'est enfuie ?» demanda finalement Delacroix, feignant une inquiétude polie. « Apparemment. Après tout ce que j'ai fait pour elle. » Mathieu laissa sa phrase en suspens, jouant le rôle de l'homme d'affaires déçu mais pas vraiment surpris par l'ingratitude d'une enfant des rues. « Ces enfants-là ont souvent du mal à s'adapter à une vie structurée, » commenta Delacroix, avec une sympathie de façade. « Peut-être est-ce mieux ainsi. Vous avez un empire à diriger, après tout, pas de temps pour jouer les bons samaritains. »« Peut-être, » concéda Mathieu, « mais je m'étais attaché à elle, si vous entendez quoi. »« Que ce soit. »« Bien sûr, je vous préviendrai immédiatement, » promit Delacroix avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mathieu quitta le bureau, convaincu que Delacroix appellerait ses complices dès son départ. Il ne fut pas déçu. Grâce à un dispositif d'écoute discrètement placé dans le bureau de son directeur financier, l'équipe put entendre sa conversation frénétique. « Il sait quelque chose », disait Delacroix à son interlocuteur. « Je ne sais pas quoi exactement, mais il m'a posé des questions sur la fille. Non, je ne pense pas qu'il connaisse notre opération. Écoutez, nous devons accélérer les choses. Retrouver la gamine et amener-la au point d'extraction. Nous pourrons l'interroger là-bas, loin des regards indiscrets. Oui, utilisez la femme, Rousseau. Elle connaît la fille. Elle pourra l'approcher sans éveiller ses soupçons. » Cette conversation confirmait leurs soupçons les plus graves. Non seulement Delacroix était impliqué, mais il dirigeait apparemment l'opération, et Madame Rousseau n'était qu'un pion dans son jeu. « Nous tenons notre preuve, » déclara Laurent. « Mais ce n'est pas suffisant pour comprendre l'ampleur de leur réseau ou le but final de leurs opérations. »« Alors passons à la phase 2, » décida Mathieu. « Il est temps de tendre notre piège. » La phase 2 du plan était plus risquée, mais potentiellement plus révélatrice. Élodie, toujours sous haute surveillance, serait aperçue près de son ancien squat, portant ostensiblement un petit coffret métallique, censé représenter les documents compromettants que son père aurait pu dissimuler. L'objectif était d'attirer non seulement les hommes de main, mais idéalement Delacroix lui-même, vers un lieu contrôlé où ils pourraient être confrontés et leurs conversations enregistrées. Ce lieu, choisi avec soin, était un entrepôt, désaffecté appartenant à Beaumont Investments, situé dans une zone industrielle peu fréquentée. Laurent y avait installé un dispositif d'enregistrement sophistiqué et positionné des agents à des points stratégiques. Le plan fut mis en œuvre le lendemain.
Élodie, escortée discrètement par 2 agents, se rendit au squat, où elle fit semblant de récupérer un coffret caché sous une latte du plancher, une mise en scène minutieusement préparée pour les observateurs qu'ils savaient présents. Comme prévu, l'information remonta rapidement jusqu'à Delacroix qui, cette fois, décida de superviser personnellement l'opération. Élodie, serrant le coffret contre elle, se dirigea ensuite vers l'entrepôt, suivant l'itinéraire soigneusement planifié qui la faisait passer par des rues étroites où les hommes de Delacroix pensaient pouvoir l'intercepter facilement. À mi-chemin, Madame Rousseau apparut, comme il l'avait anticipé. La boulangère, une femme d'apparence ordinaire dont les yeux trahissaient pourtant une dureté inquiétante, interpella Élodie avec une fausse bienveillance. « Élodie, ma chérie, je t'ai cherché partout, j'étais si inquiète. » Élodie, parfaitement dans son rôle, afficha une méfiance prudente. « Madame Rousseau, que faites-vous ici? Je t'ai aperçu tout à l'heure, mais tu as disparu si vite. Qu'est-ce que c'est? Ce que tu portes? Tu as trouvé un trésor? »« C'est à moi, » répondit Élodie en serrant le coffret plus fort. « Des souvenirs de mon père. »« Ton père ?» La femme ne put dissimuler un éclair d'intérêt. « Tu ne m'as jamais parlé de lui. Viens, tu peux me raconter ça autour d'un chocolat. »« Chaud, il fait froid ici. »« Je ne peux pas, je dois aller quelque part. »« Où donc? Tu as un rendez-vous ?»« Peut-être, » répondit Élodie avec une insolence calculée, « avec quelqu'un qui paie bien pour ce que j'ai trouvé. » Cette information sembla alarmer Madame Rousseau, dont le masque de gentillesse se fissura momentanément. « Ne fais pas ça, ma petite. Ces choses peuvent être dangereuses. Laisse-moi t'aider. »« Comme vous avez aidé les autres enfants du quartier ?» demanda Élodie, sa voix soudain plus dure. « Ceux qui ont disparu après vous avoir parlé ?» La boulangère pâlit visiblement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment? Alors pourquoi m'avoir dit de me méfier de Monsieur Beaumont, alors que c'est vous qui travaillez pour ceux qui font disparaître les enfants ?» Dans le van de surveillance, Mathieu et Laurent échangèrent un regard stupéfait. Ce dialogue n'était pas prévu. Élodie improvisait, poussant Madame Rousseau dans ses retranchements avec une audace qui les laissait sans voix. Sur place, la situation s'électrisa. La boulangère, comprenant qu'Élodie en savait plus qu'elle ne le devrait, fit un geste discret. Immédiatement, 2 hommes émergèrent d'une ruelle adjacente, se dirigeant vers elle d'un pas déterminé. « Livre » prononça clairement Élodie dans son micro. « Ils sont 3. » C'était le signal. En quelques secondes, les agents positionnés à proximité intervinrent, neutralisant rapidement les 2 hommes tandis qu'un 3e agent interpellait Madame Rousseau. La boulangère, piégée, n'opposa aucune résistance, son visage affichant un mélange de choc et de résignation. Mais ce n'était que le début. Le véritable piège attendait Delacroix à l'entrepôt où Élodie fut escortée en sécurité, toujours en possession du mystérieux coffret qui, il le savait, attirerait le directeur financier comme un aimant. L'attente ne fut pas longue. Moins d'1 heure après l'arrestation de Madame Rousseau et de ses complices, une voiture de luxe se gara discrètement à l'arrière de l'entrepôt. Vincent Delacroix en descendit, accompagné de 2 hommes à l'allure peu avenante. Ils pénétrèrent dans le bâtiment par une entrée secondaire, ignorant qu'ils étaient filmés et enregistrés depuis leur arrivée. À l'intérieur, dans une pièce faiblement éclairée, Élodie attendait, assise sur une caisse en bois, le coffret posé sur ses genoux. Lorsque Delacroix entra, elle ne sembla pas surprise, se contentant de le dévisager avec une intensité troublante. « Élodie, » dit-il avec un sourire forcé, « quelle coïncidence de te trouver ici. »« Ce n'est pas une coïncidence, » répondit-elle, calmement. « Je savais que vous viendriez. » Delacroix jeta un regard méfiant autour de lui, soudain mal à l'aise. « Tu m'attendais? Pourquoi? »« Parce que vous êtes celui qui dirige tout, n'est-ce pas? Celui qui a fait disparaître mon père. Quand il a découvert vos secrets. » Le visage de Delacroix se durcit, abandonnant toute prétention de cordialité. « Ton père était un idiot qui fourrait son nez où il ne fallait pas, comme toi apparemment. Et ses autres enfants, ceux que Madame Rousseau repérait pour vous, étaient-ils aussi des idiots? Ces enfants ont été placés dans des familles qui avaient les moyens de payer pour eux, » répondit Delacroix avec un mépris évident. Des familles qui cherchaient désespérément à adopter et qui étaient prêtes à contourner les lenteurs administratives. Nous leur rendions service, à eux comme aux enfants. En les vendant, précisa Élodie, sa voix tremblant légèrement malgré sa bravoure.
comme des objets, en leur offrant une vie meilleure que celle qu'ils auraient eue dans la rue ou dans le système de protection de l'enfance défaillant. Et les bénéfices finançaient d'autres opérations plus ambitieuses, comme acheter des entreprises respectables pour blanchir votre argent sale. Delacroix eut un rire sans joie. « Tu es décidément trop intelligente pour ton âge. » Oui, exactement. Valmont était l'une de ses acquisitions stratégiques, et Beaumont Investments aurait été la prochaine étape. Une entreprise prestigieuse, des connexions politiques de haut niveau, une réputation irréprochable, la couverture parfaite. Et mon père avait découvert tout ça. Ton père avait trouvé des documents compromettants, des preuves qu'il comptait remettre aux autorités. Heureusement, nous sommes intervenus à temps. Et vous l'avez fait? Disparaître. Delacroix haussa les épaules. Disons qu'il a été neutralisé, mais apparemment il avait caché des copies de ces documents. Des documents que tu as maintenant en ta possession, si je ne me trompe pas. Il désigna le coffret d'un geste du menton. Élodie le serra plus fort contre elle. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vous les donnerai? Oh, tu le feras, affirma Delacroix avec une confiance glaciale. Parce que sinon tes jours seront comptés. Tu crois que Beaumont peut te protéger? Il n'est qu'un pion dans un jeu qui le dépasse complètement. C'était le moment que Mathieu attendait. Il sortit de l'ombre où il s'était dissimulé, suivi de Laurent et de 2 agents. « Je ne suis peut-être qu'un pion, Vincent, » dit-il d'une voix ferme, « mais j'ai réussi à vous mettre échec et mat. » Delacroix se retourna brusquement, son visage déformé par la surprise puis la fureur. « Mathieu, c'était un piège depuis le début. En effet. Et vous y êtes tombé tête la première. » Les 2 hommes qui accompagnaient Delacroix firent un mouvement vers leurs armes, mais Laurent et ses agents furent plus rapides, les immobilisant avant qu'ils ne puissent réagir. « C'est terminé, Vincent, » déclara Mathieu. « Nous avons tout enregistré, vos aveux, vos menaces, tout. La police est en route, ainsi que les médias que Camille a contactés. Votre réseau va s'effondrer. » Delacroix, acculé, lança un regard haineux vers Élodie. « Tout ça pour une gamine des rues? Tu as sacrifié notre partenariat, des années de travail pour elle? » « Non, » répondit calmement Mathieu. « Je l'ai fait parce que c'était juste. Parce que des enfants comme Élodie méritent mieux que d'être des marchandises dans votre commerce sordide. » Alors que les sirènes de police commençaient à retentir au loin, Mathieu s'approcha d'Élodie et lui tendit la main. Elle se leva, abandonnant le coffret sur la caisse. Ce coffret qui, ils le savaient tous 2, ne contenait rien d'autre que des cailloux et de vieux journaux, un leurre parfait pour attirer Delacroix dans leur piège. Main dans la main, ils quittèrent l'entrepôt, laissant derrière eux Vincent Delacroix qui, menotté et escorté par les policiers qui venaient d'arriver, leur lançait des regards meurtriers. Dehors, la nuit était tombée sur Paris, mais pour la première fois depuis longtemps, Élodie n'avait plus peur de l'obscurité. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-elle, sa petite main serrant celle de Mathieu. « Oui, » confirma-t-il avec un sourire rassurant, « c'est vraiment fini. » Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cette fin n'était en réalité qu'un début, le début d'une nouvelle vie qui les attendait, pleine de défis, mais aussi de promesses, de joies partagées et de liens indéfectibles qui transformeraient à jamais leurs existences auparavant solitaires. 18 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit mémorable à l'entrepôt. Le procès de Vincent Delacroix et de ses complices avait fait la une des journaux pendant des semaines, révélant l'ampleur stupéfiante du réseau de trafic d'enfants qu'ils avaient mis en place sous couvert d'activités commerciales légitimes. L'enquête avait permis de retrouver plusieurs enfants qui avaient été placés dans des familles fortunées à travers l'Europe et de démanteler l'intégralité de l'organisation. Par un doux matin de printemps, Mathieu Beaumont se tenait debout dans le jardin de sa nouvelle maison, une élégante propriété située à Saint-Germain-en-Laye, en banlieue parisienne. Loin du penthouse ultramoderne qu'il occupait autrefois, cette demeure ancienne aux murs couverts de lierre et aux grandes fenêtres lumineuses respirait la chaleur et la vie. Des rires d'enfants résonnaient depuis le fond du jardin où Élodie, maintenant âgée de 12 ans, jouait avec d'autres enfants sous les branches d'un vieux chêne. « Monsieur Beaumont » appela une voix féminine derrière lui. Mathieu se retourna pour faire face à Madame Lefebvre, une femme d'une 50aine d'années à l'allure distinguée qui tenait une serviette en cuir contre elle. « Les derniers documents sont prêts à être signés », annonça-t-elle avec un sourire bienveillant. « Si vous voulez bien me suivre ?» Il acquiesça et la suivit à l'intérieur de la maison, traversant le salon spacieux décoré avec goût, un mélange harmonieux d'éléments contemporains
et de pièces anciennes qui reflétaient parfaitement la transformation de sa vie ces derniers mois. Dans le bureau, Camille Dufresne l'attendait, plusieurs documents étalés sur la table en bois massif. « Voilà, Mathieu », dit-elle en lui tendant un stylo. « Les dernières formalités. Après cela, ce sera officiellement terminé. » Il prit le stylo, le soupesant un instant, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. « Je devrais appeler Élodie pour qu'elle soit présente, non ?»« Si tu veux, bien sûr. Mais légalement, sa signature n'est pas nécessaire. Elle a déjà donné son consentement lors de l'audience avec le juge. » Mathieu hésita, puis se dirigea vers la fenêtre, cherchant du regard la silhouette familière dans le jardin. Il l'aperçut, riant aux éclats alors qu'elle grimpait agilement à l'arbre, suivie par 2 autres enfants. Ses cheveux châtains, autrefois ternes et emmêlés, brillaient maintenant au soleil, coupés en un carré élégant qui encadrait son visage épanoui. Elle portait une salopette en jean et un t-shirt rouge, tenue bien différente des vêtements usés dans lesquels il l'avait rencontrée, mais qui conservait cette touche de simplicité pratique qu'elle avait toujours préférée aux tenues, plus sophistiquées qu'il lui proposait parfois. « Non », décida-t-il finalement, « laissons-la s'amuser. Nous fêterons ça tous ensemble ce soir. » Il retourna à la table et signa d'une main assurée les documents d'adoption qui faisaient officiellement d'Élodie Moreau sa fille légale. Désormais, elle s'appellerait Élodie Moreau-Beaumont, un compromis qu'ils avaient à trouver ensemble. Élodie tenant à conserver le nom de son père biologique tout en acceptant d'y adjoindre celui de son nouveau père. « Félicitations », dit Camille en lui serrant chaleureusement la main. « Tu es officiellement père. »« Je crois que je l'étais déjà depuis un moment, » sourit Mathieu. « Mais merci pour tout. » Après le départ de Camille et de Madame Lefebvre, représentante des services sociaux qui avaient suivi leur dossier avec une bienveillance constante, Mathieu s'installa dans son fauteuil préféré près de la cheminée. Son regard se posa sur les photos qui ornaient le manteau. Élodie et lui à la montagne, lors de leurs premières vacances ensemble. Élodie recevant un prix de mathématiques à son école, les 2 ensemble, à la fête de Noël de la Fondation. Beaumont pour l'enfance. Cette fondation était devenue le projet phare de Mathieu ces derniers mois. Après le scandale de la Croix, il avait complètement restructuré son groupe, vendant certaines filiales, en réorientant d'autres et consacrant une part significative de sa fortune personnelle à la création d'une organisation dédiée à la protection des enfants en situation précaire. La Fondation offrait non seulement un soutien matériel immédiat, nourriture, vêtements, abris, mais aussi un accompagnement à long terme incluant éducation, soins médicaux et soutien psychologique. Laurent Mercier en était devenu le directeur de la sécurité, utilisant son expérience et ses contacts pour former une équipe spécialisée dans la détection et la prévention des réseaux d'exploitation des mineurs. Camille, quant à elle, dirigeait le volet juridique, travaillant à simplifier les procédures d'adoption et à renforcer les lois protégeant les enfants vulnérables. Le téléphone de Mathieu vibra, interrompant ses réflexions. C'était un message d'Elisabeth Renard, la directrice de l'école d'Élodie. Résultat du concours national de mathématiques arrivé, Élodie a terminé première de sa catégorie. Félicitations. Un sourire fier illumina son visage. Le talent d'Élodie, pour les mathématiques, s'était révélé extraordinaire une fois qu'elle avait eu accès à une éducation stable. Son intelligence vive, aiguisée par des années de survie dans la rue, s'épanouissait maintenant dans un environnement sécurisant qui lui permettait d'explorer tout son potentiel. Mathieu se leva et se dirigea vers le jardin. Il était temps d'annoncer les 2 bonnes nouvelles à sa fille. Dehors, la scène qui s'offrait à lui réchauffait son cœur. Élodie jouait avec Thomas et Léa, 2 enfants qui, comme elle, avaient été victimes du réseau de Delacroix, mais avaient eu la chance d'être retrouvés et placés dans des familles aimantes. Chaque mois, la Fondation organisait des journées de rencontres pour ces enfants, créant ainsi un réseau de soutien où ils pouvaient partager leurs expériences et guérir ensemble de leur traumatisme. « Élodie » appela-t-il, « tu peux venir 1 minute ?» Elle descendit agilement de l'arbre et courut vers lui, ses joues rougies par l'effort et le plaisir du jeu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle légèrement essoufflée. « J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. D'abord, Madame Renard vient de m'informer que tu as remporté le premier prix au concours national de mathématiques. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. « Vraiment, je n'y crois pas. » « Eh bien, crois-le, tu es officiellement reconnue comme l'une des meilleures jeunes mathématiciennes de France. » Elle sauta de joie,
laissant éclater une exubérance qui, encore quelques mois plus tôt, aurait été impensable chez cette enfant méfiante et renfermée. « Et la deuxième nouvelle » demanda-t-elle, ses yeux bleus pétillants de curiosité. Mathieu sortit de sa poche les papiers d'adoption soigneusement pliés et les lui tendit. « C'est officiel depuis ce matin. Légalement, officiellement et pour toujours, tu es ma fille. » Élodie prit les documents avec révérence, les parcourant lentement des yeux. Puis, sans un mot, elle se jeta dans les bras de Mathieu, l'étreignant, avec une force surprenante pour sa petite taille. « Merci, » murmura-t-elle contre son épaule. « Merci de m'avoir sauvé. »« Non, » répondit-il doucement, caressant ses cheveux. « C'est toi qui m'as sauvé, Élodie. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. » Ce soir-là, ils organisèrent une petite fête pour célébrer ces deux événements majeurs. Laurent et Camille étaient présents, bien sûr, ainsi que quelques amis proches d'Élodie et certains collaborateurs de la Fondation. Mathieu avait même invité Madame Perrin, l'enseignante qui avait cru en Élodie dès son arrivée à l'école et l'avait encouragée à développer ses talents en mathématiques. Pendant le dîner, servi dans le jardin sous une guirlande de lanternes colorées, Mathieu observa sa fille qui, assise entre deux amis, racontait avec animation une anecdote de classe. Qui aurait pu imaginer, en voyant cette enfant épanouie et confiante, qu'elle avait passé des années à survivre dans les rues de Paris? Qui aurait pu deviner les épreuves qu'elle avait traversées, la faim, le froid, la peur constante? Mais c'était précisément cette résilience, cette capacité à surmonter l'adversité, qui rendait Élodie si exceptionnelle. Loin de la briser, ces expériences difficiles l'avaient forgée, lui donnant une force et une maturité rares. Après le dîner, alors que la soirée s'adoucissait et que les invités commençaient à partir, Élodie rejoignit Mathieu qui s'était installé un peu à l'écart, contemplant le ciel étoilé. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « À tout le chemin parcouru, » répondit-il honnêtement, « à ce premier soir où je t'ai vu recroquevillé dans l'entrée de cet immeuble, à la petite fille courageuse qui m'a sauvé avec une batte de baseball. »« Elle est toujours là, tu sais, » sourit Élodie, « la batte, dans ma chambre. »« Je sais, je l'ai vue. » Il hésita un instant. « Tu la gardes en souvenir ou… »« En souvenir, » confirma-t-elle, « pour me rappeler que même quand on est petit et apparemment sans défense, on peut faire la différence. On peut changer des vies. » Mathieu fut touché par la sagesse de ses paroles. « Tu as certainement changé la mienne. »« Et tu as changé la mienne, » répondit-elle simplement. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant ensemble les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux comme autant de promesses d'avenir. « Tu sais, » dit finalement Mathieu, « quand j'étais plus jeune, je pensais que le succès se mesurait en chiffre d'affaires, en acquisition, en influence. Je croyais que construire un empire commercial était le summum de la réussite. Et maintenant ? Maintenant, je sais que le véritable succès se mesure à l'impact positif qu'on peut avoir sur la vie des autres, à la différence qu'on peut faire dans ce monde. » Élodie hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. « C'est pour ça que tu as créé la Fondation. » « En partie, mais surtout parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que d'autres enfants comme toi souffrent sans que personne n'intervienne. Tu crois qu'on arrivera à tous les aider, tous les enfants des rues? Probablement pas tous, admit Mathieu avec honnêteté. Mais chaque enfant sauvé est une victoire. Chaque vie transformée est un miracle. Comme la mienne, murmura Élodie. Comme la nôtre, corrigea doucement Mathieu. Car ma vie aussi a été transformée, Élodie. Tu m'as appris la compassion, le courage, la persévérance. Tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir une meilleure version de soi-même. Elle appuya sa tête contre son épaule, un geste de confiance et d'affection qui valait tous les discours du monde. Ensemble, père et fille, ils contemplèrent le ciel étoilé, unis par un lien que ni le temps ni les épreuves ne pourraient jamais briser. La semaine suivante, Mathieu se rendit au siège de sa fondation pour une réunion importante. Le conseil d'administration avait approuvé l'expansion de leur programme à d'autres villes européennes, commençant par Bruxelles et Barcelone. C'était un pas significatif vers l'objectif ultime, créer un réseau international de protection pour les enfants vulnérables. Dans son bureau, encadré et accroché au mur, se trouvait la vieille batte de baseball d'Élodie, non pas comme un trophée de violence,
mais comme un symbole de courage et de résilience. À un côté, une photo d'eux deux lors de leur première journée officielle en tant que père et fille légale, leur sourire rayonnant témoignant du bonheur qu'ils avaient retrouvé l'un avec l'autre. Sur son bureau, un dossier attira son attention, le rapport préliminaire sur un nouveau projet qu'Élodie avait elle-même suggéré, un programme de tutorat par les pairs, où des enfants anciennement sans abri, maintenant stabilisés, aidaient d'autres enfants encore dans la rue. Parce que parfois, avait expliqué Élodie, il est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui a vécu la même chose que vous. Mathieu sourit en parcourant le document. Sa fille avait non seulement hérité de son intelligence analytique, mais elle possédait aussi une intuition émotionnelle et une empathie que lui-même n'avait développée que tardivement dans sa... Finalement, son téléphone sonna. C'était Élodie qui l'appelait depuis l'école. « Papa, je voulais juste te dire que j'ai eu 20-20 à mon contrôle de maths. Félicitations, ma chérie. On fêtera ça ce soir. Tu veux choisir le restaurant? En fait, j'ai pensé qu'on pourrait plutôt préparer des sandwichs et aller les distribuer. Près du square des Batignolles. Comme avant, tu te souviens? Quand tu me donnais ces pains au chocolat. » Mathieu sentit son cœur se gonfler de fierté et d'émotion. « C'est une excellente idée, Élodie. Je termine ici et je viens te chercher. » Après avoir raccroché, il se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant Paris qui s'étendait devant lui. La ville qui avait été le théâtre de leur rencontre, improbable, semblait différente maintenant. Non plus un lieu froid et indifférent, mais un espace de possibilités, de connexions humaines, de secondes chances. Ce soir, lui et sa fille retourneraient à leurs origines, là où tout avait commencé. Ils distribueraient de la nourriture, des sourires, de l'espoir. Ils tendraient la main à ceux qui, comme Élodie autrefois, vivaient dans les marges, invisibles aux yeux de la plupart. Et peut-être, songea Mathieu, peut-être que quelque part dans les rues de Paris, une autre rencontre improbable attendait de se produire. Une autre vie attendait d'être transformée. Un autre miracle attendait d'éclore. Car c'était là, finalement, la plus grande leçon qu'Élodie lui avait enseignée. Dans les moments les plus sombres, dans les circonstances les plus désespérées, une simple main tendue, un simple geste de compassion pouvait illuminer le monde entier et changer à jamais le cours d'une vie. Et dans cette vérité simple mais profonde, Mathieu Beaumont, autrefois défini uniquement par sa fortune et son pouvoir, avait finalement trouvé le sens véritable de son existence.